Bienvenue à ce webinaire sur l'enseignement de la méthode de Singapour en maternelle. C'est un webinaire spécifique. Jusqu'à présent, les webinaires concernaient des différentes notions, des différentes façons d'enseigner. Là, on va se consacrer entièrement à la maternelle puisque, évidemment, c'est un dispositif, ce sont des principes pédagogiques, ce sont du matériel, des organisations de séances différentes de l'école primaire. Donc ce webinaire va être l'occasion pour moi de détailler le dispositif mis en œuvre à Singapour. N'hésitez pas à me poser des questions, soit dans les Q&R que vous voyez, sur votre barre d'outils, soit dans le fil de la conversation. Je vais faire une présentation de 3 quarts d'heure, et on va consacrer le dernier quart d'heure à vos questions. Donc sans plus tarder, je vais partager, la présentation. Alors, le plan de la présentation va être assez simple. D'abord, je vais vous présenter les outils pour que de manière concrète, vous voyez ce dont vous avez besoin pour utiliser la méthode de Singapour en maternelle. Je vais faire un focus sur le matériel étant évidemment très, très important dans la méthode de Singapour en général et en particulier en maternelle. Hem Je vais m'attarder sur les principes et sur la façon dont ils sont mis en œuvre en maternelle. Vous allez retrouver parmi ces principes, évidemment, des points communs avec, ceux qui sont utilisés du CP au CM2. Et puis je vais m'attarder sur la programmation, les séances avec un focus sur le début d'année pour ceux d'entre vous qui ont décidé d'utiliser la méthode de Singapour en maternelle, en septembre prochain. Tout d'abord les outils. Alors les outils, ce sont tout simplement des fichiers de pratique guidée que vous voyez ici. Des guides pédagogiques, surtout des guides pédagogiques, j'allais dire, qui sont absolument essentiels. Heu, Ensuite, la question qui va se poser, c'est, ça peut paraître, parfois, contre-intuitif de se dire: «Pourquoi utiliser un fichier en moyenne section maternelle, en grande section de maternelle?» sachant que, les élèves sont encore jeunes à cet âge-là et qu'ils ne sont pas encore entrés dans l'écriture et cetera. Donc c'est vrai que, en plus la tendance, de ces dernières années était plutôt de privilégier la manipulation et les activités sur le fichier. Donc je ne remets pas en cause ce principe. Évidemment que les élèves de maternelle doivent d'abord manipuler, d'abord penser en agissant, agir en réfléchissant et le fichier ne vient intervenir que dans un certain cadre que je vais essayer de détailler ici. Déjà, pourquoi utiliser un fichier? On va ça c'est Pour un élève de maternelle, un des objectifs indirects de tous ces enseignements, ça va être d'apprendre à devenir élève. Donc apprendre à devenir élève, c'est aussi apprendre à utiliser un cahier, repérer le haut, le bas, tourner les pages, le sens de l'écriture, qu'est-ce qu'une consigne et cetera. Ça prépare à la lecture et l'écriture, puisque vous allez voir que sur chaque page des fichiers, il y a, une première partie de graphisme. Donc on associe l'écriture, des chiffres à la compréhension des nombres. Et puis évidemment, ce fichier va également donner une représentation, des quantités, selon le principe de la méthode de Singapour, concret, imagé, abstrait. On va pouvoir ainsi proposer aux élèves des représentations variées des nombres, des représentations multiples de plus en plus abstraites. Pour vous, professeur, ça permet d'assurer un suivi, bien sûr, pour le pilotage de votre classe, pour la remédiation éventuelle. Pour l'élève, c'est aussi de garder une trace écrite et mine de rien, ce n'est pas du tout anodin pour un élève de posséder son propre fichier, hein. C'est qu'il se sent déjà être un élève et donc il en est fier et il en est, d'autant plus motivé, avec un écueil évidemment qui est de ne pas, laisser penser que le fichier serait un outil, d'évaluation, que le fichier serait un outil de pratique autonome. Il n'est en aucun cas question pour l'élève d'utiliser le fichier de manière autonome, que, voilà, sinon évidemment vous risqueriez de perdre tout le bénéfice de la motivation et de la fierté que l'élève peut ressentir en utilisant son fichier. Le cinquième avantage, c'est évidemment de communiquer avec les parents aussi et ça permet pour les parents, de
clarifier les objectifs d'apprentissage, de clarifier la progression, que ce que tu fais en mathématiques, voilà, je comprends très, très bien ce qui se passe et donc évidemment d'augmenter leur implication. Je redis, hein, les écueils à éviter, c'est évidemment pas de pratique autonome, pas d'évaluation, clarifier dès le début de l'année envers les parents la nécessité de penser que le fichier est un outil de travail, mais pas un outil de voilà, pour eux d'évaluation de leurs élèves. Voilà, enfin de leurs enfants, bien sûr. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Mais si vous respectez, ces principes, le fichier va porter ses fruits. Je précise une chose, c'est qu'à Singapour, il y a des fichiers, c'est pour ça que nous les avons, adaptés directement de la méthode de Singapour utilisée en maternelle à Singapour. Voilà en quoi ça, consiste, hein, j'y reviendrai plus en détail plus tard, mais une double page de fichier, voilà à quoi elle ressemble. En fait, à chaque jour, à chaque séance correspond une page. Vous avez un exercice de graphisme, vous avez, une consigne qui, vous voyez, est toujours, légendée de manière à ce que l'élève non lecteur puisse comprendre, le but. Un exercice unique sur la page et en bas, vous avez pour vous, le détail de l'objectif didactique, qui est attendu. Ensuite, le guide pédagogique. Le guide pédagogique, là aussi, il a été, rédigé par, Dorothée Baninier avec un soin particulier pour, vous permettre d'être, très, enfin d'être très efficace, d'être très clair. Vous avez une page par séance. À chaque page, vous avez les objectifs didactiques et le matériel nécessaire. Chaque séance est divisée en 3 parties. La première partie, je reviendrai dessus sur la pédagogie explicite, hein, mais c'est je découvre. Ensuite, je manipule et ensuite je représente. Je découvre, c'est vous, professeur, qui présentez à la classe l'activité. La deuxième partie se passe en dehors du fichier, on va faire une activité de manipulation et la troisième partie, on ouvre le fichier, on projette le fichier et c'est ici la partie, imagée, on va dire, de la méthode de Singapour et en fin de séance, vous avez à chaque fois 2 pistes de différenciation, une pour le soutien et pour l'approfondissement. Le guide pédagogique, comme le fichier, est divisé en unités, thématiques et chacune de ces unités thématiques, commence par une introduction, ça paraît et finit par une conclusion, ce qui semble assez logique. Tout l'intérêt de l'introduction, c'est qu'on va détailler, le pourquoi et le comment de la progression. Donc c'est comme un espèce de sommaire, rédigé, et très détaillé, qui va vous permettre de comprendre à chaque fois, quelle est la différence entre, la séance 2 et la séance 3, qu'est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on va arriver à l'objectif d'apprentissage, comment est-ce qu'on va détailler la progression. C'est pour ça que nous, on vous conseille de, lire plusieurs séances à la fois pour anticiper la progression. Tout l'intérêt de la méthode de Singapour, en maternelle comme en primaire, c'est la délicatesse, c'est l'intelligence, c'est l'ingénierie pédagogique qui permet de, faire progresser pas à pas les élèves dans la compréhension des notions, de façon très, subtile. Donc c'est important de bien prendre connaissance de la progression, surtout en maternelle, parce que, si vous il y a des mots qu'il serait maladroit d'utiliser, il y a des représentations qu'il serait maladroit d'utiliser. Il y a des explications, qui seraient, voilà, contre-productifs de donner, trop tôt, de manière prématurée, parce que justement tout l'intérêt de la méthode de Singapour, c'est sa progressivité. Et à la fin de la séance, enfin à la fin de l'unité, vous avez une page de conclusion où là, on vous propose des activités complémentaires, avec, de nombreuses, à chaque fois, on fait correspondre les compétences travaillées, hein, mais ça va être des sites internet, ça va être des jeux, ça va être du matériel que vous allez pouvoir utiliser pour prolonger chaque notion. N'oublions pas que le jeu, évidemment, reste le principal moyen d'acquisition des connaissances et des compétences à l'école maternelle. Alors les outils, et bien pardon, excusez-moi, le matériel, c'est, du matériel très classique que vous allez trouver en classe dans vos classes, hein, que vous avez déjà dans vos classes. Toutes sortes d'objets dénombrables, heu, on a représenté ici des crayons, des boutons, des petits animaux, des vignettes et cetera.
des jetons et des gommettes avec donc un stade d'abstraction supplémentaire par rapport aux objets dénombrables. Les fameux, cubes, multidirectionnels, qui sont utilisés dès la moyenne section maternelle et qui vont permettre de formaliser l'addition et la soustraction. Hem, les cartes constellations, hein, toujours avec un degré d'abstraction supplémentaire. Les pailles de dizaines qui vont permettre en grande section de maternelle de faire des fagots, hein, de dizaines. Vous rassemblez 10 pailles pour en faire des bottes de 10, on va dire. Les cartes chiffres, bien sûr, et puis les solides, vous voyez, rien de très original. Donc, ce n'est pas dans son utilisation du matériel que la méthode de Singapour, en maternelle va faire, son originalité. Si ce n'est peut-être pour les cubes multidirectionnels. Si vous ne les avez pas, je vous encourage fortement à, vous les procurer. Évidemment, il y a le matériel nécessaire et puis il y a le matériel recommandé. Alors vous voyez, c'est un peu, une liste à la un inventaire à la Prévert, de ce qui est recommandé dans le guide pédagogique: appareil photo, pochette plastique, pâte à modeler, plot de motricité, pince à linge, plateau, nappe, dinette, faux aliments, macaroni. Je pourrais continuer à vous lire tout ça, mais le principe ici, c'est de comprendre que, vous avez déjà ce matériel dans votre classe, très probablement. Dans ce cas-là, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, ne croyez pas que ça soit nécessaire, de vous procurer tout ce matériel. Vous pouvez tout à fait trouver des alternatives, très facilement. Je précise aussi que sur notre site internet méthodedesingapour.com, vous pouvez télécharger de nombreuses annexes, que nous avons produit pour vous, entièrement gratuitement, et qui sont, parfois, demandées dans le guide pédagogique. Et puis voilà, je cite aussi quelques sites pour créer vos propres outils si vous avez besoin, Recreatis, École de crevettes, Bout de gomme, Hippotamtam, Nurvero, mais il y en a sûrement d'autres. Alors pour conclure, sur cette première partie, le matériel, il est à choisir en fonction des priorités. Encore une fois, il y a le matériel qui est nécessaire que j'ai présenté. Et puis, il y a le matériel que vous avez déjà en classe et l'idée, c'est encore une fois pas de multiplier le matériel pour multiplier le matériel, mais vraiment de le sélectionner en fonction des priorités. Donc de bien prendre connaissance du guide pédagogique pour savoir ce que, vous allez adapter dans votre classe. Bien préparer en amont de chaque séance, raison pour laquelle à chaque séance, nous précisons dans le guide pédagogique le matériel nécessaire. Et voilà, et comme, ce que pour ceux d'entre vous qui ont assisté à mes autres webinaires sur la méthode de Singapour, la manipulation, doit servir un objectif didactique. Elle doit servir un objectif qui doit être, clairement formulé, et on reste dans une pédagogie explicite. Alors, la méthode va-t-elle changer vos habitudes? C'est peut-être une question que vous vous posez si vous n'avez pas encore utilisé la méthode de Singapour et surtout si vous avez l'intention d'utiliser en septembre. La réponse est oui sur 3 points, éventuellement. Premièrement, on va avoir des unités qui sont concentrées, je vais y revenir, mais ça veut dire qu'on va étudier une seule notion, pendant un temps long. Et qu'on va faire une séance de 30 minutes par jour. Donc voilà, ça c'est une contrainte, qui est pas forcément, l'usage, dans toutes les classes maternelles. Le deuxième changement, c'est, qu'il y a une partie de la séance qui va se faire en pratique collective et explicite. Je vais y revenir, mais c'est vrai que rassembler le groupe classe, dans son entièreté avant de répartir les élèves en ateliers. Et puis, l'usage du fichier, je ne reviens pas dessus, mais c'est ce que j'ai présenté au début de la séance. Ça a les nombreux avantages que je vous ai, transmis. Alors, les principes de la méthode de Singapour, appliqués à la maternelle. Premièrement, c'est une pédagogie explicite. Donc, on va avoir en début de séance à chaque fois les rituels quotidiens. Ça peut être une comptine, ça peut être, toutes sortes de rituels que vous avez déjà dans votre classe. Ensuite, 2 minutes de réactivation des objectifs, de réactivation des connaissances, pardon, et de présentation des objectifs. Qu'est-ce que nous avons fait hier? Et voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Et puis là, la présentation, c'est devant le groupe classe, de manière collective. Vous faites l'exercice, ou vous faites la manipulation, ou vous faites le jeu, ou vous faites l'activité devant les élèves en mettant un haut-parleur sur votre pensée et ça dure en général, 5 minutes. 10 minutes quand, nous pensons qu'il est pertinent, nous précisons dans ce cas dans le guide pédagogique, d'avoir évidemment des interactions avec les élèves,
parce qu'on est plus flexible en maternelle qu'en primaire sur la partie qu'on appelle de modelage, à savoir le moment où le professeur sert de modèle et fait un exercice devant les élèves. Deuxième partie, la plus importante, la pratique guidée, vous faites. Et la pratique guidée, vous faites, elle va ici être. Vous allez répartir les élèves en ateliers de 6 ou de 8 élèves, avec pour eux comme but le fait de refaire l'activité de manipulation que vous avez fait devant eux, mais de les faire cette fois-ci en groupe. Et vous allez pouvoir faire de la rétroaction immédiate, corriger, préciser, étayer, féliciter, voilà, interagir avec les élèves pour leur faire les renforcer dans leur apprentissage. Et puis, la pratique autonome, vous faites seul. Alors, ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas ici de faire seul au sens où l'élève serait seul face à son fichier. Ça reste de la pratique guidée, cette fois-ci, soit collectivement, soit en atelier, hein, selon ce que vous avez choisi comme organisation de classe. Mais là, on a on va remplir, entre guillemets, le fichier ensemble. Les élèves font l'exercice, mais font l'exercice puisqu'il y a un seul exercice de pratique, sur le fichier par séance, mais cet exercice, il est fait, collectivement. Ou en tout cas, il est corrigé immédiatement, c'est ce que je voulais dire. Et enfin, objectivation, on récapitule. C'est-à-dire qu'on ferme le fichier, on range le matériel. Qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui? Les élèves, vous prenez, 1 ou 2 minutes pour permettre aux élèves de redire, ce qu'ils ont fait dans les 30 minutes qui se sont écoulées. Donc nous avons des séances de 30 minutes. Donc là, je reprends les éléments un peu plus en détail pour les appliquer à la pédagogie explicite en maternelle. On va dans la partie «Je découvre», elle est collective, rappel de la séance précédente, énoncé de l'objectif, présentation collective de l'activité et surtout verbalisation. Vous mettez un haut-parleur sur votre pensée pour, pendant que vous faites l'exercice, réfléchir à voix haute. Deuxième partie, je manipule, les élèves s'approprient l'activité, étayage et rétroaction et à eux aussi, vous encouragez, de mettre un haut-parleur sur leurs pensées, donc de verbaliser, ce qui va vous permettre, vous, de comprendre, hem, la perception qu'ils ont de la notion que vous leur enseignez et de mettre le doigt sur leurs, erreurs éventuelles. Et la troisième partie, donc je représente, l'utilisation du fichier. Pareil, observation et verbalisation et graphisme. L'observation et la verbalisation, je précise à ce stade que, selon les exercices, il peut y avoir directement un appel à l'action. On va relier des éléments entre eux, on va dénombrer et écrire le chiffre correspondant à une quantité, on va, voilà, entourer un intrus. Puis il y a certains exercices qui sont vraiment des exercices d'observation, où là, on va demander aux élèves de décrire une scène, avec évidemment des faits mathématiques qui vont être pointés, hein, mais ici, c'est vraiment l'élève n'écrit pas forcément sur cette page-là. C'est vraiment un dialogue qui s'installe dans la classe ou plutôt, dans l'atelier. Le graphisme, vous avez vu, il arrive à la fin, de la séance. Souvent, le graphisme n'est pas toujours l'écriture de chiffres, hein. C'est vraiment de manière générale, la motricité fine, les formes simples qui vont permettre aux élèves, de progressivement arriver dans l'écriture des chiffres. La raison pour laquelle on place le graphisme en dernier, c'est aussi pour, faciliter un temps de différenciation. Et là, j'ai mis, séance de 30 minutes, sans compter la différenciation qui est, réservée à un temps à part. Donc la pédagogie explicite en maternelle, c'est pas parce qu'on est dans l'explicite qu'on, renonce à la place centrale du jeu. Le jeu, alors pour la petite anecdote, moi j'ai fait un mémoire en école, sur le jeu. Et en fait, le jeu, c'est extrêmement important pour les enfants parce que c'est comme ça qu'on crée une liberté. Le fait de jouer pour les enfants, ça leur permet de jouer un rôle, et d'acquérir des règles, qui vont leur permettre de croître en liberté dans un espace restreint et dans un temps restreint. Et donc c'est comme un entraînement à devenir libre. Donc c'est extrêmement important, pour les jeunes enfants de jouer. Hem
Et donc, c'est dans le cadre de ces ateliers de milieu de séance, hein, les ateliers de pratique guidée ou les ateliers qu'on appelle je manipule, laisser les élèves chercher, laisser les élèves recommencer, laisser aux élèves le droit à l'erreur et tourner dans la classe pour écouter le besoin de chaque enfant. Et c'est pour ça que vous voyez ici, pour pouvoir vraiment faire une rétroaction efficace et pouvoir être à l'écoute de chaque enfant, c'est important de sélectionner des activités qui sont facilement réalisables, et c'est le choix qui a été fait dans cette méthode de Singapour, hein. Ce sont des activités qui sont toujours faciles. Parce que finalement, si ça devient trop chronophage, si les élèves sont comment dire? Entourés de trop d'informations, matérielles. Ils vont arrêter de penser au but de l'activité, d'arrêter de penser au but du jeu, mais ils vont, être distraits. Or, on cherche vraiment à ce que le jeu serve à un objectif, didactique précis. Heu L'idée, c'est vraiment dans le processus très, comment dire? Cadré, très guidé qui est proposé dans la méthode de Singapour. C'est pas, comment dire? Ça peut sembler être, une contrainte. En réalité, heu, pour les élèves, ces contraintes, vont être des éléments de réassurance, de construction de leur confiance en eux, de la construction de leur autonomie et de leur liberté dont je parlais à l'instant. En effet, si vous ritualisez, si chaque séance de mathématiques commence par la même phrase, par exemple, à la même heure, par le même, routine, et bien, les élèves vont avoir un interrupteur qui va se déclencher, et ils vont pouvoir se concentrer et ils vont pouvoir, faire rentrer plus facilement dans l'activité. Les activités concrètes qui font sens, ça, je ne reviens pas dessus puisque je viens juste de l'évoquer. Des objectifs qui sont simples et qui sont, explicites et qui sont, exprimés clairement. Voici ce que, ce jeu va vous apprendre à faire et voici comment, vous allez pouvoir le faire. Donc toujours, notre conseil, mettez un haut-parleur sur votre pensée et encouragez vos élèves à faire de même. Deuxième grand principe, après la pédagogie explicite, c'est, la moyenne section. La démarche d'apprentissage, concentrée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, le fait d'enseigner une seule notion sur un temps long. Vous voyez qu'ici, sur 20 séances, donc 5 semaines entières, on va ne faire, au début de la moyenne section, que trier et associer. Et puis là, vous voyez que même pour, c'est sur 7 semaines, toute la première période, en grande section, on va ne faire que les nombres de 0 à 10. Alors évidemment, ça va permettre de les aborder sous tout leur sens, sous toute, leur forme, sous toute, leur représentation, de manière à ce que les élèves en aient une compréhension profonde, et qu'il n'y ait aucun doute sur le sens des chiffres et le sens des nombres. Avoir une compréhension, intime, des nombres, c'est ce que vise cette, progression concentrée. Mmh. Donc les bénéfices, hein, ça rend explicite les objectifs d'apprentissage, parce que si vous étudiez une seule notion pendant un temps long, et c'est beaucoup plus facile pour les élèves de savoir où ils en sont, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en mathématiques. Ça permet d'aborder chaque notion avec des représentations multiples, ça permet de progresser pas à pas. C'est la fameuse règle des 90 10 hein. Ça veut dire que, à chaque fois qu'on aborde une notion nouvelle, en fait, il y a 90 de choses déjà connues et 10 de choses nouvelles. On va faire beaucoup de séances sur une seule unité, mais en fait, chaque difficulté nouvelle est légère et c'est accessible, donc chaque élève est toujours en situation de réussite et donc on approfondit sur des bases solides. C'est ce qu'on appelle la pédagogie de la maîtrise, hein, qui est adoptée de Jérôme Brunner. Ça veut dire on va aborder moins de notions, mais on va les aborder profondément jusqu'à ce que les élèves les maîtrisent entièrement et évidemment, ça va permettre de convenir au plus grand nombre d'élèves parce que c'est Jérôme Brunner qui le disait: «Si on enseigne une notion sur un temps suffisamment long, eh bien, dans ces cas-là, tous les élèves finissent par y arriver». Hein. C'est le fait de passer trop vite, heu, avant que la notion ait maturé dans la mémoire, dans la perception des élèves, de passer trop vite à la notion suivante, qu'on on perd le plus d'élèves. Donc c'est important de rester et de respecter la progression de ce point-là. Donc, vous voyez,
Deuxième point, c'est important de respecter l'ordre des séances au moins au début. Au moins au début, parce que si vous utilisez la méthode de Singapour, euh, euh, c'est que d'une certaine manière, vous avez compris qu'elle est très efficace dans l'enseignement des mathématiques et qu'elle avait certes des originalités que je suis en train de vous présenter, mais au moins au début, respecter l'ordre des séances parce que croyez-moi sur parole, c'est vraiment dans l'ordre de séance que se joue toute son efficacité. Heu, je vais essayer, si j'ai le temps, de présenter en quoi, au moins sur quelques exemples. Hem Bon, j'ai mis des exceptions sur les unités de géométrie et ou sur les suites logiques. Évidemment, c'est plus facile enfin, c'est bien c'est important de respecter la progression, sur la numération, sur les calculs. Ça l'est un peu la géométrie est quand même, en maternelle, relativement indépendante de la numération. Mais bon, mon conseil, ça reste quand même, au moins sur vos 2 1re, 2e, 3e année d'apprentissage de la méthode de Singapour, respecter la progression. Donc ne pas refaire 2 fois une même séance, par exemple. Ça, c'est important parce que même si vous avez l'impression que tous vos élèves n'ont pas forcément, voilà, intériorisé ce que vous avez voulu enseigner, c'est pas grave. La séance d'après va approfondir délicatement la même notion. Et puis, bah, voilà, au début et à la fin de chaque unité, prendre le temps de bien introduire, de bien conclure chaque unité. Troisième principe, il y a aussi une progressivité spiralaire entre les niveaux. Vous voyez qu'on a une méthode de Singapour en moyenne section, en grande section, au CP. Et on va avoir une cohérence, hein. On va commencer par les nombres de 1 à 6 en moyenne section, les nombres de 0 à 10 en grande section en introduisant le 0, les nombres de 0 à 10 qu'on va reprendre au CP. Ensuite, ordonner les nombres de 1 à 6 en moyenne section, ordonner les nombres de 0 à 10 en grande section. Et puis, en maths CP, on va vraiment aborder addition, soustraction. Il y a vraiment une cohérence entre chaque année sur la progressivité. D'où, par exemple, si vous êtes dans un établissement, qui a à la fois une maternelle et un CP, d'avoir ce projet d'établissement. Je vais ici m'attarder un petit peu sur la programmation et les séances. Donc je l'ai dit, hein, les séances, c'est 30 minutes par jour à raison de, 4, séances par semaine. En moyenne section, vous avez 123 séances et en grande section, 123 séances, ce qui veut dire qu'en gros, votre année, elle est, bien remplie, de ces séances quotidiennes, mais très légères, hein, qui ont vraiment pour vocation, d'être très légères, ces séances quotidiennes de mathématiques. Hem Et vraiment, voilà, comment dire? Pour venir nuancer le caractère un peu contraignant de ces 123 séances, dites-vous bien qu'il ne s'agit pas de refaire, des séances, que les propositions d'activités que nous faisons dans le guide pédagogique, si vous n'avez pas tout fait, ça n'est pas grave non plus. La progression, pas à pas, elle est prévue pour que chaque notion, soit travaillée sur le temps long, et permette à chaque élève d'avancer à son rythme. Donc, les élèves, singapouriens et les professeurs singapouriens ont exactement les mêmes contraintes que les vôtres, à savoir, beh, il y a un élève qui est absent un jour et puis il y a un élève qui a pas bien vraiment compris ou alors ce jour-là, vous n'étiez pas en forme et donc vous n'avez pas eu le sentiment de bien expliquer la notion ou de bien mener l'activité, ou, il y a eu du désordre dans la classe et cetera, ou le matériel vous a manqué, peu importe. Mais donc ça, ce sont des aléas, de votre gestion de classe, mais ça ne doit pas, remettre en cause la progressivité des notions. Donc voilà, avancer sereinement et tranquillement en suivant la progression. Alors, je suis rentré un petit peu dans le détail ici, de la première période, puisque j'imagine que vous êtes très nombreux aujourd'hui à assister au webinaire. Je suppose que, vous avez, pour beaucoup d'entre vous, l'intention d'utiliser à la rentrée prochaine. Donc, qu'est-ce qui va se passer en septembre pour la moyenne section? Premièrement, on va avoir une unité triée et associée, avant même les nombres de 1 à 6. Triée et associée, ça va être apprendre à observer, à nommer, à décrire une image, à distinguer, à apparier en fonction de différents critères de couleurs et de formes, en repérant les différences, les ressemblances des formes, des positions, des couleurs, des motifs et cetera. Le but, c'est vraiment ici de permettre aux élèves de trouver des critères qui vont permettre d'ordonner, le
une image et puis d'ordonner de manière générale le monde grâce à des mots qui vont permettre de faire rentrer l'idée de catégorie. On va trouver, je ne sais pas, je vais prendre par exemple le début de la maternelle, de la grande section, de la moyenne section. On va trier en fonction de la couleur. On va faire rentrer des voitures rouges dans des garages rouges et des voitures jaunes dans des garages jaunes. On va trier en fonction des motifs de tissu. On va apparier des tasses avec des assiettes en fonction de leurs motifs, etc., etc. Donc, très classique, mais on va faire ça sur 20 séances. Donc évidemment, l'objectif, premier, c'est, de permettre d'identifier une catégorie, qui va permettre de classer des objets et de ranger le monde, on va dire. Et puis, évidemment, ça veut dire que ça va permettre d'affiner son sens de l'observation et puis le vocabulaire. Donc ici, vous allez voir ici la progression, elle est très, très délicate, hein. Les séances 1 et 2, on va avoir des critères d'orientation et de taille. Le 3 et 4, on va avoir des critères de position. 5 et 6, des critères de quantité et de couleur. 7 et 8, critères de motif. 9, construire des ressemblances. Tenez, je vais vous prendre la séance 9. On va demander sur chaque ligne colorie de la même façon les objets identiques. Et là, c'est à l'élève de produire la couleur ou le motif qui va permettre de ranger des éléments dans une même catégorie. 10, trouver l'intrus, et ici, on va faire la différence on va faire la distinction entre ressemblance et différence. 11, 12 et 13, cette fois-ci, on va avoir des critères d'usage. Alors, vous voyez, c'est ici, par exemple, on va associer une feuille de papier à un crayon à papier, une fourchette à une assiette, un pinceau à un pot de peinture, etc. Donc, c'est vraiment, ici, c'est plus des usages, c'est plus des ressemblances formelles, c'est des ressemblances d'usage. Et en séance 14, il va falloir trouver le critère. Heu, C'est-à-dire trouver un intrus, et pour trouver l'intrus sur 4 objets, il faut avoir d'abord, discriminé quel était le critère. Et sur les séances 15, 16 et 17, cela va être des critères, d'usage, hein, comme je vous l'ai détaillé. Par exemple, on va mettre certains animaux dans un zoo, et puis d'autres animaux dans une maison. Donc il y a les animaux domestiques et puis les animaux qui vont dans les zoos, et cetera. Ou alors, certains éléments qui vont dans la boîte à jouets et puis d'autres éléments qui vont dans le cartable. Donc ce sont des critères, logiques d'usage. Et oui, ce sont des mathématiques, mais c'est vraiment le début des mathématiques, vous êtes bien placé pour le savoir, en moyenne section. Donc séance 18, critères de couleur, et puis 19, 20, révision. Là, on a fait 20 séances, donc on a 5 semaines, et il reste 2 semaines, de la première période qui sont consacrées à introduire les nombres de 1 à 6, ou plutôt réviser, hein, puisqu'en petite section, ils ont vu les nombres de 1 à 3 si tout va bien. Et ici, on va alors, apprendre, la comptine numérique jusqu'à 6, dans l'ordre et à rebours. On va associer les quantités de 1 à 6 à leur écriture chiffrée, en progressant vers l'abstraction, donc avec ce fameux, usage de Singapour d'aller progressivement du concret à l'abstrait. L'objectif indirect, c'est évidemment de faire un premier pas vers l'abstraction, et d'apprendre, les symboles. Alors au début, ça va être des symboles dans le sens, le nombre, qu'est-ce que ça peut vouloir dire 2, qu'est-ce que ça peut vouloir dire 3, sans apprendre à l'écrire, et puis après, au fur et à mesure, on va apprendre à l'écrire. Donc sur les séances 21 et 22, on va compter de 1 à 6 dans l'ordre. Donc là, ici, c'est la comptine. Ensuite, on va dénombrer, séance 23 de 1 à 3, donc c'est de la révision de la petite section. Séance 24, on va associer chiffres et quantités de 1 à 3, donc vous voyez, c'est pas la même chose. Séance 25, on va dénombrer de 1 à 4. Séance 26, associer chiffres et quantités de 1 à 4, etc., etc. Donc vous voyez, encore une fois, pour vous démontrer la progression très, très délicate, de la méthode de Singapour. Hem Et puis, après, à la période 2, on va continuer à construire des quantités et monter progressivement jusqu'à 6. En grande section, qu'est-ce qui va se passer pendant la première période? Là, c'est simple, vous avez une seule notion, hein, c'est les nombres de 0 à 10. Alors évidemment, on va réviser, les chiffres et les nombres de 1 à 6. On va
apprendre la comptine numérique jusqu'à 10 dans l'ordre et à rebours, associer les chiffres aux quantités qu'ils représentent, comme en moyenne section, hein, construire des quantités, tracer les chiffres de 1 à 10, numéroter sur la bande numérique, ça c'est une nouveauté, et apprendre le sens du zéro. Heu l'objectif, c'est toujours, hein, d'associer, les nombres à une multiplicité de représentations pour, qu'ils aient un sens, non stéréotypé et le plus ouvert possible. Et il y a plein d'objectifs indirects évidemment, notamment progresser en motricité fine en associant les symboles à leur sens, puisqu'on va demander aux élèves de tracer les chiffres. Ici, la grande nouveauté de cette, alors en dehors d'aller de réviser de compter jusqu'à 10 et d'apprendre à dénombrer et à écrire les nombres jusqu'à 10, c'est l'introduction à la bande numérique. Ça va être une belle nouveauté. Et puis, l'apprentissage du zéro. Le zéro qui va être vu, hein, en retirant au fur et à mesure des éléments, qu'est-ce qu'il y a de plus voilà, on a 5 oiseaux, il y en a un qui part, il y en a 4, il y en a un qui part, il y en a 3, il y en a un qui part, il y en a 2, il y en a un qui part, il y en a un, puis il y en a un qui part, il en reste combien? Zéro. Donc on attribue le zéro à plus rien. Voilà, la première approche du zéro. Donc je me suis permis ici, pour que ça soit un peu concret pour vous, de représenter, les différentes pages, qui, correspondent à c'est ici dans en grande section de maternelle. Donc vous voyez, comme je vous l'ai dit, ici on va, réviser les nombres de 1, à 5. D'abord en associant chaque quantité à chaque collection, d'animaux à un chiffre. Ensuite, s'entraîner à écrire le chiffre en l'associant toujours à la quantité. Mais on voit bien que l'objectif didactique dans la deuxième séance est différent de la première, hein. Dans l'objectif de la deuxième séance, c'est spécifiquement d'écrire le chiffre. Ensuite, on va réviser, la comptine, jusqu'à 10 avec des petites astuces et la séance d'après, la séance 4, à rebours. Et cette fois-ci, on va montrer aux élèves comment est-ce qu'on peut compter de gauche à droite, mais aussi, de droite à gauche. Et vous voyez bien ici que dans ces pages-là, elles sont ici illustratives. On va pas évidemment pas demander aux élèves de lire, le texte. Voilà, ce sont des élèves qui vont des pages qui vont être uniquement illustratives. Comme je le disais tout à l'heure, toutes les pages du fichier ne servent pas forcément à écrire ou à faire un exercice. Idem, là, on va avoir une image avec, des éléments à compter, et ici, les élèves vont pouvoir, hem, réinvestir, les quantités qu'ils connaissent en observant l'image, mais ils n'ont pas forcément besoin d'écrire les nombres. Ici, on va progresser ensuite en page de droite en séance 6 dans les représentations de plus en plus abstraites. Vous voyez qu'ici, avec chaque collection, on va faire correspondre son écriture en utilisant la boîte de 10, hein, qui permet de ranger dans des cases, les différentes quantités. Cette, représentation avait déjà été vue en moyenne section, mais cette fois-ci, on y applique des nouveaux chiffres, les chiffres 6, 7, 8. De la même manière, on va cette fois-ci, vous voyez, il y a d'abord un décodage de quantités abstraites, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'on va demander aux élèves de compter le nombre, de reconnaître le nombre qui est représenté dans, la boîte de 10. Ici, il y a 6 points, donc c'est le nombre 6 qui est représenté. Ici, par contre, on va demander aux élèves, de colorier 6 carreaux dans chaque carré et d'écrire le nombre de carreaux coloriés. Donc ici, c'est de l'encodage, de quantité, et pour l'élève, la façon de réaliser qu'il y a plein de façons différentes de représenter, de colorier 6 carreaux et de s'auto-corriger, hein, puisqu'il va, avant d'écrire le chiffre 6, pouvoir vérifier, s'il a, bien, heu colorié le bon nombre de carreaux. L'élève qui voudrait aller trop vite en écrivant 6 à chaque fois, et puis simplement après faire, enfin colorier le bon nombre de carreaux, évidemment, détournerait l'objectif de l'exercice. On va continuer toujours avec les mêmes logiques, hein. Ici, séance 9, on va demander aux élèves de s'entraîner à écrire le chiffre 6 puis le chiffre 7, d'encoder, en coloriant 6 ou 7 et puis, 7 cadeaux, et cetera. Donc toujours cette logique très, très délicate. J'espère que vous percevez l'avantage ici d'avoir un fichier, hein, de permettre cette progression. C'est quand même très, très précieux parce que les auteurs ont beaucoup réfléchi à la meilleure façon, de rendre perceptible pour les élèves cette progression. La séance 9
il y a tout simplement ici un dénombrement. Combien est-ce que j'ai de toupies et combien est-ce que j'ai de ballons? Ici, vous voyez qu'on commence à introduire, sans le dire, des notions de partie et de tout, hein. Il y a un certain nombre d'objets. Si on additionne le nombre de toupies et le nombre de ballons, et ben, on aura le nombre total d'objets. Évidemment, on ne le dit pas, mais vous voyez que ça a été choisi avec beaucoup de soin pour induire cette idée. Ensuite, vous voyez qu'ici, on va, de la même manière qu'on avait fait pour le 6 et pour le 7, apprendre à écrire le 8 en l'associant à des quantités. Voilà, je pourrais continuer pendant longtemps, mais je voulais juste vous donner un exemple un peu précis de cette progressivité pour que vous voyez à quel point, c'est intéressant, heu heu pour les élèves d'avoir ce fichier. Chaque page apporte une difficulté nouvelle. Pour vous, aussi avant une séance, vraiment de lire 2-3 séances à la fois sur le guide pédagogique pour comprendre toutes les petites subtilités qu'il y a dans chaque exercice. Est-ce que j'encode une quantité? Est-ce que je décode une quantité? Est-ce que c'est plus ou moins concret? Est-ce que c'est plus ou moins abstrait? Est-ce que je vais, aborder le chiffre ou pas? Est-ce qu'on va parler de l'ordre numéral ou de l'ordre cardinal? Voilà, il y a beaucoup de choses qui se jouent et c'est important de bien les avoir en tête pour pouvoir vous emparer de la méthode. Dernière partie donc de la présentation, c'est le graphisme. Ça, c'est un choix, que nous avons fait, d'introduire au début de chaque, heu, séance. Alors, c'est pas au début, c'est en haut de chaque page en réalité, mais c'est plutôt à la fin de chaque séance, un exercice de graphisme qui évidemment va aller toujours dans le sens des formes simples, qui vont permettre de tracer les chiffres. Vous voyez qu'ici en première période, on avait beaucoup sur la verticalité avec différentes, degrés de difficulté. On va, 5 séances, sur, la verticalité, avec plus ou moins de contraintes, plus ou moins d'espacement, plus ou moins de liberté pour les élèves. Séance, 7, on va être sur du quadrillage, donc on va ajouter une ligne horizontale. Séance 8, on va être sur, du radial, donc, pour les élèves d'abord, en étant, guidés, de pouvoir commencer à traverser à tracer les rayons du soleil. Voilà, très, diagonal, régulier. Puis vous voyez qu'on va aussi parfois introduire des suites logiques, dans ces petites activités de graphisme. En l'occurrence, la chenille permet de, alterner, les, couleurs bleues et vertes. Hem Et puis en, grande section, la première période, vous voyez, pareil, va réviser les traits horizontaux, les traits, diagonaux, reprendre le soleil avec les radians, les formes rondes, bien sûr, les vagues, avant de demander aux élèves de tracer le 1, le 2 et le 3. Donc, j'arrive à la fin, de ma présentation et je suis, une fois n'est pas coutume, parfaitement dans les temps. Et pour récapituler, en gros, à chaque séance, de la méthode de Singapour, au début de chaque séance, pour préparer chaque séance, posez-vous, 3 questions. La première question, c'est: «Quel est l'objectif de ma séance?» Hem Et donc c'est sans doute, si vous devez retenir une chose de ce webinaire, c'est que la méthode de Singapour a comme énorme, qualité pédagogique d'avoir sélectionné un objectif par séance. Donc cet objectif, il faut bien l'avoir compris, grâce au guide, grâce aux indications de bas de page. Quelquefois, c'est écrire un chiffre, quelquefois, c'est dénombrer une quantité, quelquefois, c'est compter à rebours, quelquefois, c'est voilà, c'est pas la même chose, ce ne sont pas les mêmes objectifs. Et le fait de savoir quel est l'objectif de votre séance va vous permettre de, la conclure. De l'introduire, bien sûr, voilà ce que nous allons apprendre à faire aujourd'hui et à la fin, quand on est dans la phase d'objectivation et que vous avez laissé aux élèves 2-3 minutes pour récapituler ce qui a été fait, de conclure avec des mots justes, voilà ce que nous avons appris à faire aujourd'hui. De quel matériel avez-vous besoin? Le deuxième aspect essentiel, hein, de la méthode de Singapour, en particulier en maternelle, c'est la manipulation. Donc toujours bien vous poser la question: «Est-ce que, j'ai ce matériel?» heu, Tout le temps passé à le mettre à disposition des élèves, à le distribuer, c'est du temps, qui est précieux pour que les élèves se concentrent, sur l'objectif.
Donc, bien préparer en amont le matériel et encore une fois, si vous ne l'avez pas dans la classe, si vous n'avez pas dans la classe ce qui est demandé, je sais pas, dans le guide pédagogique, par exemple, vous pouvez tout à fait trouver une alternative, à partir du moment où vous avez compris l'objectif didactique de la séance, bien sûr. Et puis, troisième question, quelles seront les difficultés possibles pour mes élèves? Et là, je vous encourage fortement à lire, voilà, cet été, par exemple, quand vous serez sur la plage, vous pouvez lire les pages d'introduction des guides pédagogiques. Parce que ces pages d'introduction, non seulement, permettent de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de dérouler l'unité et de lui donner sa logique pédagogique, de lui donner sa progressivité, mais il y a aussi à chaque fois, des indications sur la différenciation, et les difficultés que les élèves peuvent rencontrer. Donc voilà, pour vous permettre d'anticiper pendant la séance, quand un élève a peine à comprendre ou à faire l'activité, de pouvoir un petit peu anticiper quel type de réponse vous pouvez lui apporter. Est-ce que vous lui répondez immédiatement ou alors est-ce que vous faites une note mentale pour plus tard, hem, d'une remédiation que vous pouvez lui proposer ou de petits jeux supplémentaires, que vous pouvez lui proposer? Hem, je vais arrêter ici, le partage de la présentation, et je vais regarder si vous m'avez posé des questions, dans le fil de conversation. J'en vois déjà plusieurs, c'est le moment, de le faire. On va prendre un bon quart d'heure pour, répondre aux questions et je vais les prendre dans l'ordre où elles ont été posées. Hem on me dit: «Bonjour, je suis en classe. Pour le moment, je ne peux pas être remplacé. Est-ce que je vais pouvoir regarder l'enregistrement après?» Eh bien, la réponse est tout simplement oui, puisque à partir du moment où vous êtes inscrit au webinaire, vous avez accès à, tous les, webinaires enregistrés. Hem, Pareil, on me pose la même question: «Serait-il possible d'avoir le replay? J'ai eu des difficultés de connexion». Hem, Peut-on adapter avec une classe à double niveau? Alors c'est une excellente question. Alors sachez que premièrement, heu, nous sommes en train de réfléchir à une édition de la méthode de Singapour en double niveau. Heu, je peux pas vous garantir que l'année prochaine vous aurez un double niveau moyenne section, grande section, mais en tout cas, c'est une réflexion que nous menons. Ensuite, dans je ça n'est pas forcément, très facile d'utiliser la méthode de Singapour, en double niveau, en tout cas, sans faire des ajustements dans la gestion de votre classe. À savoir, hem, comment dire? Quand vous avez un double niveau, en particulier en moyenne section et en grande section, c'est plutôt l'hétérogénéité de la classe qui va vous poser un problème que, à proprement parler, savoir ce que vous allez enseigner aux élèves de moyenne section et ce que vous allez enseigner aux élèves de grande section. Parce qu'on le sait bien, hein, avant le CP, il y a une grande hétérogénéité au sein de la classe, et donc vous aurez peut-être envie que des élèves, de moyenne section, apprennent les nombres jusqu'à 10, ou inversement que des élèves de grande section révisent les nombres jusqu'à 6. Donc là, c'est plutôt une question, à mon avis, de la façon dont vous organisez les ateliers, au sein de votre classe. Moi, j'aurais tendance à dire que, il y a, comme je l'ai montré tout à l'heure, une cohérence spiralaire entre les notions. On commence toujours par des dénombrements, on fait toujours à peu près en même temps de la géométrie et cetera. Donc vous assurez que, quand vous faites de la numération avec les MS, vous faites aussi de la numération avec la GS, et mais voilà, ça demande quand même un travail, de, d'adaptation. Hem, Quelles sont les différences entre l'édition 2013 et l'édition 2020? Alors elles sont, très nombreuses, hein, les différences. Alors ça permet d'ailleurs de remettre un peu d'historique là-dedans. L'édition 2013 a été construite par, enfin a été, écrite, pardon, par Dorothée Badinier, heu, mais ex nihilo. C'est-à-dire que, elle a appliqué les principes de la méthode de Singapour
et les principes de la pédagogie explicite, mais sans se baser sur ce qui était fait à Singapour. Et ceci pour une bonne raison, c'est qu'en fait Singapour, comme c'était un pays en voie de développement, jusqu'à encore, récemment, en fait, c'est grâce à l'énorme succès de leur réforme scolaire qu'ils sont parvenus à se hisser parmi les pays les plus riches du monde aujourd'hui. Mais jusqu'au début des années 2000, il y avait un taux de scolarisation en maternelle qui était très faible et donc il n'y avait pas de méthode de Singapour en maternelle. En tout cas, pas de méthode de Singapour utilisée au niveau national. Donc c'est qu'à partir du je ne sais plus la date exacte, mais au début des années 2000 que, le taux de scolarisation en maternelle a demandé au programme de se formaliser, et que, sont venues les méthodes de Singapour, enfin, les méthodes de maternelle utilisées à Singapour. Donc pour faire simple, l'édition 2013, c'est, une méthode, qui applique les principes de la méthode de Singapour, mais qui sont écrites par une professeure française, alors que la méthode que nous proposons actuellement, celle de 2020, heu, c'est une méthode singapourienne qui a été adaptée par le même auteur, par Dorothée Bannier, hein, toujours la même, mais qui cette fois-ci s'est servi et a traduit la méthode utilisée à Singapour en maternelle. Donc ça, c'est pour le principe. Ensuite, on va dire que la principale différence, c'est qu'on a une progression sur 2 ans au lieu d'avoir une progression sur 1 an, entre moyenne section et grande section. Et que la il y a une progression concentrée, donc massée, hein, ce que je disais, en grande section et en moyenne section, alors que dans l'édition de 2013, la progression était plutôt, spiralaire. L'édition 2024 va-t-elle adapter à des doubles niveaux par rapport à la progression, quel que soit le niveau? Non, pas plus que ça. On va conserver la distinction entre MS et GS. On a simplement fait quelques petites adaptations, sur la base des projets de nouveaux programmes, à savoir qu'on a, réintroduit en moyenne section les masses. Qu'on a réintroduit, qu'on a réparti sur les 2 niveaux, moyenne section et grande section, l'apprentissage des suites logiques. Dans la précédente édition, c'était fait seulement en GS, je crois. Et la troisième modification, c'est que, on avait fait, dans la première édition, il y avait les surfaces, enfin pardon, les figures planes qui étaient utilisées en moyenne section et les solides en grande section. Alors que cette fois-ci, on a, réparti sur 2 années. En moyenne section, on fait solide, figure plane et en grande section, solide figure plane. Peut-on commencer la méthode en PS? Excellente question. Alors, hem, comment répondre à cela? Je dirais que, alors nous, on n'a pas encore fait, sinon je vous l'aurais présenté, d'édition pour la petite section. Donc je précise que par contre en parascolaire, vous pourrez trouver dans notre catalogue, une méthode de Singapour de petite section, voilà, telle qu'on l'a adaptée de ce qui est fait à Singapour dans les classes de petite section. L'autre chose quand même, c'est que la méthode de Singapour que nous avons adaptée et traduit en France, c'est une seule progression pour, les 3 niveaux. Donc, nous, notre travail, ça a été consisté justement à découper en moyenne section et grande section ce corpus, toutes ces activités. Hem, donc, en fait, je pense qu'en fonction du niveau de vos élèves et cetera, des élèves de petite section peuvent tout à fait, aborder commencer à aborder, surtout si vous êtes en double ou en triple niveau, peuvent tout à fait commencer à aborder, les notions en même temps que leurs camarades. Alors, là, je n'ai pas compris la remarque. Ce genre de classement se fait déjà en petite section. Peut-être qu'il s'agit ici de l'organisation des notions, donc oui, je le confirme. Alors, certains spécialistes déconseillent d'aborder le compte à rebours trop tôt, car le cerveau de l'enfant ne serait pas prêt à une telle gymnastique, notamment les élèves prédisposés à des troubles 10. Qu'en pensez-vous? Alors, heu, je
je n'ai pas d'opinion personnelle sur le sujet, heu, si ce n'est que, si vous voulez, il y a une question fondamentale ici qui est de dire, si j'ai des enfants prédisposés à un trouble 10, est-ce que, je dois quand même, lui enseigner le décompte à rebours? Donc en fait, si vous voulez, dans la logique, il y a, à mon avis, quelque chose à clarifier. Quand on est dans une classe, enfin, vous avez dans votre classe plein d'élèves et comme je le disais tout à l'heure, il y a une grande hétérogénéité, plus les élèves sont jeunes, on va dire, plus il y a une hétérogénéité, dans leur, faculté d'apprentissage, dans leur, enfin, je ne sais plus l'expression utilisée par Maria Montessori, mais voilà, on a une période sensible, hein, une période c'est ça, il y a des périodes sensibles, donc un élève qui est complètement, dans les maths, va faire que ça pendant 6 mois et il va prendre beaucoup d'avance sur les autres enfants qui seront, sur les petits objets ou qui seront sur le vocabulaire. Donc à partir du moment où vous avez cette très forte différenciation, enfin hétérogénéité au sein de votre classe, vous allez, avoir un niveau d'exigence qui va devoir s'adapter à ça. Dans la méthode de Singapour, tout le monde progresse en même temps, tout le monde fait tout en même temps. Mais ça ne veut pas dire que vous devez avoir le même niveau d'exigence pour tout le monde. Si un élève, on fait une seule séance, ou 2 sur le décompte à rebours, donc ça veut dire que, vous allez pouvoir vous constater qu'il y a des élèves qui arrivent, qu'il y a d'autres élèves qui n'y arrivent pas, mais dans l'esprit de la méthode de Singapour, ce n'est jamais qu'une approche des nombres parmi d'autres. Il ne s'agit pas d'un objectif d'apprentissage qu'il va s'agir d'évaluer. Là, on n'a pas du tout parlé d'évaluation pour l'instant. Donc, des élèves qui seraient prédisposés à des troubles 10 et qui auraient du mal à décompter à rebours, bah oui, dans ce cas-là, il ne faut pas insister. Heu, mais il y a quand même quelque chose d'autre que je voudrais pointer, c'est que, heu, si on a une bonne méthode, on va quand même, heu, hem, éviter à beaucoup d'élèves, d'ailleurs, c'est même le principe c'est même la définition de ce qu'est une bonne méthode. On va pouvoir éviter à de nombreux élèves les troubles 10. Heu, des élèves qui seraient prédisposés à des troubles 10, c'est simplement des élèves à qui des méthodes auraient, montré qu'un seul aspect des choses ou auraient, entièrement, oublié un aspect de l'enseignement, l'aspect kinesthésique notamment ou l'aspect, auditif. Donc là, dans une méthode qui fait manipuler, qui est progressive, qui est pas à pas, qui est concrète, où il y a beaucoup de verbalisation, bien sûr que vous allez avoir une différenciation qui va se faire au sein de votre classe, mais vous allez quand même éviter beaucoup de troubles 10. Bon, excuse-moi pour cette réponse un peu longue, mais voilà, voilà comment je répondrai. Avez-vous une date précise de parution pour les nouveaux fichiers de CP et de CE1? Alors, tout simplement, les nouveaux fichiers de CP, seront envoyés dans les écoles, en spécimen, hem, à la fin du mois, si je ne m'abuse ou non, 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 vous devriez les recevoir, au mi-juin, entre le 15 et le 20 juin dans vos écoles. De CP, hein, parce qu'on a f d'après les nouveaux calendriers de mise en œuvre des programmes, il y a que le CP, qui est tenu d'appliquer les nouveaux programmes dès cette année et le CE1, ça sera en 2025. Donc pour nous, la nouvelle édition du CE1, paraîtra, en 2025, seulement. Alors je vous rassure tout de suite, que ça soit pour le CP comme pour le CE1, le nombre de différences n'est pas, gigantesque. Donc, si vous avez, des fichiers de CE1 ou de CP, de l'ancienne édition, ils sont tout à fait, utilisables. Mais pour répondre à la question factuelle, la date de parution pour nos fichiers de CP, c'est, mi-juin 2024 et CE1, ça sera, mars 2025. Impossible en triple niveau à 26, je pense que Abi a raison. Voilà, je pense qu'effectivement la méthode de Singapour est plutôt adaptée à des classes, à niveau unique. C'est tout à fait gérable en double niveau, mais en triple niveau, ça commence à devenir compliqué. Comment faire pour avoir l'intégralité d'une méthode Singapour maternelle? Puis-je utiliser cette méthode dans un moment de crise où on n'a que 6 mois de classe par année depuis plus de 3 ans? Alors, Marline semble écrire de Haïti.
Et donc, j'aurais beaucoup de mal à vous répondre à cette question sans, voilà, sans partir de mon champ de connaissances. Hem, on Pour avoir un spécimen, écrivez-nous. Heu et après, la méthode de Singapour, c'est simplement une méthode. Donc oui, vous pouvez l'utiliser même si vous n'avez que 6 mois, hem, par an, mais vous en perdrez évidemment toute une partie de l'efficacité. Hem, alors, je pense que le fait de verbaliser avec les enfants permet d'aider les 10. Tout à fait. En fait, si vous voulez, il y a beaucoup de troubles 10, et à chaque trouble 10 correspond une piste d'apprentissage qui va atténuer le trouble. Donc le fait de verbaliser, c'est extrêmement important. Le fait de manipuler, c'est extrêmement important. Le fait de ritualiser, c'est extrêmement important. Tout ça, ce sont des éléments qui vont permettre aux élèves hem, mettre en forme, enfin de comment dire? De donner sens à la progression, didactique. Hem, donc c'est une approche sensorielle, c'est une approche, comme je le disais, concentrée. On va se concentrer sur une seule notion. Ça aussi, ça a beaucoup aidé, les enfants 10. Hem, alors là, on me dit: «Merci pour ce webinaire. Dans une même classe avec des élèves nouveaux hétérogènes, avec des élèves au niveau hétérogène, est-ce que les élèves un peu plus vifs peuvent s'ennuyer avec la progression?» Hem, alors non, alors, hem, en fait, pareil, pour moi, il y a vraiment notion dans la pédagogie explicite de, tout le monde fait tout. Il y a une pratique, collective, avec une progressivité. Et les élèves qui sont en avance, bah, déjà, ils peuvent être en avance sur, la motricité fine, ou ils peuvent être en avance sur le dénombrement, ou ils peuvent être en avance sur la comptée numérique. Mais en fait, comme on aborde tous les aspects d'une notion, ils vont toujours trouver quelque chose à y prendre. Alors une fois qu'on a dit ça, et donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que la séance 30 minutes quotidienne, elle doit être faite par tous les élèves. Et vous pouvez même leur dire, hein, dans la classe, tout le monde fait tout, et puis apprendre n'est pas un sport de spectateur, et donc il faut, que tout le monde participe à l'activité. Après, le fait de proposer aux élèves qui ont des facilités, des ateliers mathématiques, de différenciation, comme ils sont proposés à la fin de chaque séance, en effet, ça permet de creuser, d'approfondir les notions évidemment, de s'entraîner et cetera. Heu, je suis en Ulysse avec 4 niveaux différents. PS, MS, GS, CP. Est-ce possible de mener des unités en différenciant pour 4 niveaux? Est-ce qu'il est possible de mener les unités en différenciant pour les 4 niveaux, ou est-ce qu'il faut programmer une unité par niveau, donc décaler dans la journée les séances? Hem Difficile pour moi de vous répondre parce que là, c'est un choix pédagogique que vous allez faire. C'est sûr que si vous avez calé dans la journée, 4 niveaux, vous allez avoir, 2 heures de mathématiques par jour. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez? Je ne m'en rends pas compte. C'est tout à fait gérable. Mais il est vrai que pendant que les élèves sont en autonomie, vous voyez, là, j'ai dit qu'il y avait 10 minutes, 5 ou 10 minutes de modelage en pratique collective, et ensuite, la pratique guidée et la pratique autonome qui se faisait en atelier. Donc ça veut bien dire que, les élèves sont en atelier, ils sont pas en autonomie, mais que pendant ce temps-là, les autres élèves, eux, sont en autonomie. Donc vous pouvez leur faire faire d'autres activités, et pourquoi pas, pour les plus âgés d'entre eux, faire, des jeux mathématiques. J'ai peur de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions. Je vais essayer de répondre encore à une ou 2. Êtes-vous en adéquation avec les programmes? Car en CM1, par exemple, les programmes de Singapour qui va plus loin, cela est ingérable en une année. Cela ressemble à du remplissage plus que de l'acquisition de notions.
Alors, j'y vois ici une critique, mais que je conteste, parce que déjà, premièrement, les nouveaux programmes de cycle 1 et de cycle 2 sont entièrement conformes à la méthode de Singapour, qui était déjà en avance par rapport au programme actuel. Et j'ai bon espoir que les programmes de CM1, CM2, 6e soient en très forte adéquation avec les programmes de Singapour. C'est pas parce qu'on fait plus qu'on fait trop, hein. Le Singapour va lentement au début, mais accélère parce que les notions sont enseignées en profondeur et, et ce que vous appelez remplissage, c'est plutôt de l'approfondissement de chaque notion sous tous les angles et de manière très, très, très progressive. Donc il n'y a pas une minute de la méthode de Singapour qui est inutile. Au contraire, c'est cette progression, ce sont ces programmes qui permettent aux élèves de Singapour de se classer premier à tous les concours, enfin tous les classements internationaux depuis 1995, ce qui est bien la preuve que ce n'est pas du hasard et que c'est la méthode qui leur a permis de c'est cette façon de travailler qui leur a permis de réussir de façon durable à avoir ces résultats en mathématiques. Il existe un manuel PS, mais dans une autre édition. Alors si nous avons une édition parascolaire, que en petite section, la librairie des écoles, que je vous encourage à regarder, car elle est tout à fait cohérente avec la progression. De mémoire, on y étudie les nombres de 1 à 3. Y aura-t-il de nouvelles éditions pour la moyenne section et bientôt de la petite section? Oui, tout à fait. Alors, de la moyenne section, oui, l'année prochaine. De la petite section, pourquoi pas, mais ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Et dernière question, avez-vous édité un nouveau fichier en grande section? Car celui que j'ai en ma possession ne correspond pas à celui que montré. Oui, alors c'est une très bonne remarque qui montre que vous êtes très observateur. Effectivement, nous avons une nouvelle édition de la méthode de la grande section maternelle qui va être envoyée également dans toutes les écoles à mi-juin. Et il y a les quelques modifications que j'ai citées tout à l'heure qui sont pour se mettre en conformité vraiment à la lettre au nouveau programme. Mais si vous avez les anciens fichiers, encore une fois, vraiment, je le dis très honnêtement, ça n'est pas un drame. Hem, j'ai utilisé la méthode Singapour en CP et souhaite la prendre pour les GS en septembre. Il était question d'une prise en charge des fichiers par le gouvernement pour l'année prochaine. Je crois que ça, c'est à l'eau, puisque le budget de 30 millions n'a pas été validé finalement pour l'achat de manuels pour le CP et pour le CE1 et encore moins pour le GS. Existe-t-il une liste du matériel nécessaire pour MS et GS? Vous trouverez la liste exhaustive dans les guides pédagogiques. Heu, je ne sais plus si on l'a mis en ligne sur le site internet, mais en tout cas, enfin si, je pense que sur le site internet méthodesingapour.com, vous allez trouver, toutes les informations sur le matériel. Hem, mais en tout cas, je suis sûr qu'ils sont sur le guide pédagogique. Voilà, voilà, par acquis de bonne conscience, je vais juste relire, une dernière remarque. Faire des ateliers permet aussi aux enfants à l'aise de les faire progresser, car ils peuvent retransmettre aux autres et s'approprier les notions autrement. Et à travers les jeux proposés, on peut les aider à aller plus loin et à déduire. Merci pour votre travail. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Hem, les annexes, eh bien, en fait, il faut vous inscrire sur le site méthodedesingapour.com. Quand vous vous inscrivez sur le site méthodedesingapour.com, vous aurez accès, à toutes les annexes par notion. Vous avez, sur la page de la maternelle, dans l'onglet ressources maternelles, vous avez par unité, tous les annexes qui sont nécessaires. Si vous avez besoin de plus d'explications, n'hésitez pas à nous écrire sur le site, la librairie des écoles, à contact@lalibrairie-des-écoles.com. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'ai dépassé de 9 minutes, c'est impardonnable, mais je vous laisse, profiter de votre mercredi après-midi et je vous remercie beaucoup pour votre présence très nombreuse. Hem, à très bientôt pour le prochain webinaire sur la géométrie et les mesures. Au revoir.